Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Julien Coulon de Cedexis. Bonjour Julien. Bonjour Mathieu. Alors Cedexis, l'aiguilleur du net, ça c'est le slogan. Qu'est-ce que Cedexis fait exactement? Alors Cedexis, on est surnommé, c'est ça, l'aiguilleur du net ou le Waze de l'Internet. C'est-à-dire qu'on est un peu au trafic Internet, parce que les aiguilleurs du ciel sont au trafic aérien. On est spécialisé dans la partie que personne comprend vraiment, dans la partie immergée de l'iceberg de l'Internet. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais l'Internet, c'est à peu près 50 000 réseaux interconnectés entre eux. Et puis, comme sur la route, il y a des bouchons, il y a des pannes, il y a des infrastructures qui tiennent plus ou moins bien. Et donc, on a créé un système qui permet d'accélérer les sites et les applications mobiles, d'améliorer la haute disponibilité. Voilà. Et donc, comment on fait ça? On a 3 briques. Une première brique un peu à la manière de Waze, c'est-à-dire qu'on va collecter des milliards d'informations sur l'état de santé des réseaux, des clouds, des CDN, des data centers, des peering, des transits, donc tout ce qui compose l'Internet. Un peu comme Waze qui vous dit, grâce à quelqu'un qui est devant, il y a des bouchons. Donc, en fait, on s'appuie sur les utilisateurs eux-mêmes. Donc, on déploie des petits JavaScript aujourd'hui dans les sites et les applications mobiles. Alors, pour les applications mobiles, c'est des SDK, faut être précis. Et donc, quand vous tapez lemonde.fr, vous faites entrer, la page s'affiche, et quelques secondes après la fin de chargement de la page, il y a un petit JavaScript qui se lance et qui dit je suis sur une Livebox Orange à Paris dans le 8e, donnez-moi la latence, la dispo et le débit de tel prestataire, tel prestataire, tel prestataire. Et donc ça, on fait ça à peu près entre 7 et 10 milliards de fois par jour depuis le monde entier. Et en fait, Cedexis surveille tout ce qui se passe en termes de durée de chargement des pages sur des milliards de pages, si je comprends bien. Exactement. En fait, c'est les pages, mais c'est aussi les infrastructures. C'est là où je vais aller chercher mon contenu. Donc, en fait, si je cumule l'audience, donc on s'appuie sur l'audience de tous nos clients. Donc, si je cumule l'audience de tous nos clients, aujourd'hui, là, à mi-novembre, on est entre 500 millions et 900 millions de sessions par jour. De personnes qui participent à cette base de données temps réel de l'état de santé de l'Internet. Alors, avec ces données, on peut faire plein de trucs. Comme on est sur le poste de l'utilisateur, on en profite pour faire du real user monitoring, c'est-à-dire qu'on gratuitement, on va proposer les temps de chargement des pages, quels sont les éléments qu'on appelle ressource timing, enfin pas mal de choses qui permettent à l'éditeur de contenu de bien contrôler son site. Mais c'est pas notre business principal. Notre business principal, c'est une fois qu'on a identifié le problème, et c'est pour ça que la partie Real User Monitoring est gratuite. Une fois qu'on a identifié le problème, l'idée c'est de le résoudre. Et le résoudre, c'est un peu dans le cadre de Waze. Donc, une fois que je sais où sont les bouchons, je prends le volant et je vais prendre la prochaine sortie pour éviter le bouchon. Et donc, d'où le surnom les aiguilleurs du net. C'est-à-dire qu'on va aiguiller chaque utilisateur au travers du meilleur réseau pour l'envoyer vers le meilleur cloud ou la meilleure VM dans le cloud ou le meilleur CDN ou le meilleur data center en temps réel. Et en faisant un petit peu l'itinéraire bis ou le GPS sur Internet, on arrive à gagner bien sûr en temps d'affichage. Alors ça dépend, si des distances très très courtes, on va pas gagner grand-chose, mais sur des distances un peu longues, on va gagner quand même beaucoup. On va surtout gagner en haute disponibilité. Je vais juste donner un exemple pour un de nos clients qui est LinkedIn. En évitant toutes les micro-pannes qui existent sur Internet, on arrive à gagner à peu près 1 million de minutes d'audience par semaine. C'est énorme. C'est énorme. Ça commence à être important. Après, sur des sites de e-commerce, quand on parle de performance, plus on est rapide, plus le taux de transfo est important, plus il y a de revenus. Si on prend des cas dans la presse, plus il y a de pages vues, plus c'est rapide, plus il y a de pages vues, plus il y a de pubs vues, plus il y a de revenus. Donc là, il y a une espèce de course à la performance qui est importante, mais c'est surtout de la haute disponibilité. Et après, on a une troisième brique, parce que là, on a parlé de choses un peu très techniques. On a une troisième brique qui s'appelle Impact, qui permet de corréler les KPI métiers aux performances. C'est-à-dire de dire, voilà, un utilisateur qui va mettre 2 secondes à se connecter au site, le taux de transformation va être de 7%. D'accord. Celui qui va mettre 5 secondes à se connecter par page au site, le taux de transformation va passer de 7 à 2,5%. Et puis, vous avez toute une partie de l'audience qui va mettre plus de 10 secondes à se connecter. On ne soupçonne pas, et là, le taux de transformation va être de 0,5%. Et l'idée, c'est ce qu'on va pouvoir faire pour ramener ceux qui sont à 10 secondes vers 5 secondes, ceux qui sont à 7 secondes vers 3 secondes, et les rapprocher de tout ça. Donc ça, l'idée, c'est de rendre l'Internet plus fluide, plus rapide, un peu comme Waze, qui revendique d'arriver à fluidifier les routes et les autoroutes. On est dans le même esprit sur Internet. Alors
Après, il y a la vidéo, puisqu'on est en train de se regarder en vidéo. Ouais, tout à fait. Si certains utilisateurs nous regardent et que ça commence à bufferiser, ben, ça veut dire que Google Hangout n'utilise pas encore CDX6, puisqu'en fait, on va travailler aussi sur une partie plus en API qui va permettre de fluidifier et d'éviter du buffering, c'est-à-dire la petite vidéo là qui tourne quand on attend. 81% des internautes arrêtent de regarder une vidéo quand elle bufferise, donc c'est ça qu'on va résoudre. Alors, comment on va faire ça? À l'époque, enfin, il y a quelques années, on faisait des protocoles, on va parler un peu technique, mais ce qu'on appelle le RTMP, c'est-à-dire un gros fichier qui était transféré sur le réseau avec les nouvelles technologies plus protocole HTTP, c'est ce qu'on appelle des chunks. C'est la vidéo, elle est coupée en petits morceaux et puis elle est saucissonnée. Et on a inventé un système qui permet de switcher de prestataire entre des chunks, donc ces petites briques, pour éviter tout buffering. Et ça a un très très gros succès parce que la douleur est encore plus visible auprès des médias qui perdent 81% des internautes arrêtent de regarder une vidéo quand elle bufferise. Donc quand on résout ça, c'est sûr que ça marche assez fort. D'accord. Alors sur le site internet donc, de cdexis.com, j'ai vu, comme vous en avez parlé, LinkedIn, mais aussi plein d'autres clients. Alors j'ai une petite liste ici, Air France, L'Oréal, Microsoft, Nissan, donc félicitations, c'est des très belles références. Est-ce que vous avez des exemples pour ces clients-là de secondes gagnées sur des temps de chargement de page? C'est quoi les ordres de grandeur qu'on peut gagner? On peut prendre un cas, parce que en fait on devient un avantage compétitif, donc les gens commencent à être un petit peu timides à partager leurs informations. D'accord. On peut regarder par exemple sur Accor Hotel, sur la Chine, pour les utilisateurs chinois, c'était une division par, je sais plus, c'était 3 ou 4 du temps d'affichage. C'est vraiment très impactant sur le visiteur. C'était 18 secondes, on est passé aux alentours de 4 secondes 2. Donc ça vous donne un peu l'impact. Ouais, c'est énorme, ouais, d'accord. L'Internet, c'est des maillons de chaîne. Donc il y a des choses que le client va faire de son côté, il y a des choses que nous on va faire sur la partie réseau, il y a des choses qui vont être faites. Donc c'est un travail collaboratif pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Je comprends bien, mais pour le visiteur qui est sur le site chinois, éviter de passer 18 secondes et en passer que 4, ça change sa vie sur une navigation de site internet. C'est vraiment très impactant. Alors, citons aussi le fait que vous avez levé beaucoup d'argent, signe que c'est une belle réussite et que des investisseurs croient en votre projet et en votre entreprise. Hein. Près de 23 millions de dollars levés tout récemment, je pense, si je ne me trompe pas. C'est ça, 22,8 en janvier-février 2015. D'accord, ok, bravo, félicitations. Et avant d'arriver à ce succès-là, est-ce que vous pouvez nous relater un petit peu le tout début de l'aventure, parce que je pense qu'elle est un peu inhabituelle. C'était un peu entre la France et les États-Unis, si j'ai bien compris. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'avant de lancer CDX6, j'avais travaillé au lancement d'Akamai en France, qui est un espèce de photocopieur de contenu sur Internet, qui permet de dupliquer le contenu un peu partout sur la planète. Et et je partageais le bureau avec Marty Kagan, qui était l'ancien VP Engineering en charge de la R&D et des dépôts de brevets d'Akamai. Et en fait, de temps en temps, vous refaites le monde, hein, donc souvent devant un bon verre de vin, et puis ensemble, on refaisait le monde de l'Internet, et puis on se rendait compte on regardait un peu l'évolution de l'Internet. Et je raconte toujours cette histoire, mais moi j'ai eu la chance de créer mon premier site Internet en 1992, donc je suis un vieux crocodile du web, comme on dit. Et donc, j'ai fait toutes les erreurs de débutant. C'est-à-dire que j'ai pris un serveur, puis j'ai pris une seule liaison, et puis il y a quelqu'un dans la rue qui m'a coupé la liaison. Donc, j'ai appris dans la douleur, mon contenu était plus disponible. Alors, en 92, c'est pas très grave, mais bon. Et donc, j'ai appris ce que c'était que la redondance. Et donc, j'ai pris une liaison chez FT, parce qu'à l'époque, je bossais pour France Télécom, et puis une liaison chez Colt. Et donc, j'avais mon serveur. Mais comme j'apprends doucement, après, j'ai cramé le serveur. Donc, du coup, j'ai mis 2 serveurs. Puis après, comme j'apprends toujours doucement, j'ai cramé le data center. Donc, du coup, j'ai mis 2 data centers. Et puis après, j'étais en charge de la Coupe du Monde de foot France 98, qu'on a gagné. Cocorico. Et donc là, par contre, là, l'audience était quand même nettement plus significative que tout ce que j'avais pu voir avant. Et donc, j'avais 3 data centers aux US, 1 en Europe, et fallait piloter tout ça juste dans la redondance. Et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois Akamai. Alors c'est en 98, donc eux démarraient, mais je me suis dit tiens, c'est intéressant et ça peut me résoudre. Alors pour des raisons de partenariat et des droits, on n'avait pas pu travailler avec eux, puis je pense qu'ils étaient trop jeunes à l'époque. Mais en 2000,
ils m'ont demandé de les rejoindre pour travailler au lancement de l'Europe du Sud. Et donc, au début, personne ne comprenait rien. C'était Akamai, vous faites de l'email. Enfin bon, c'était assez torride. Et puis, au bout de 7 ans, ça a commencé à vraiment bien marcher puisque on est passé de 100 000 euros à l'année à 35 millions. Et donc, là, je me suis rendu compte que c'était devenu une commodité. C'est-à-dire que c'était devenu, voilà, comme de la tuyauterie, comme du peering, du transit. Et je voyais tous mes clients passer une partie des contenus sur Akamai, une partie sur Level 3, une partie sur la Mate, enfin différents concurrents. Donc là, c'était déjà une tendance où on se dit, tiens, ça me rappelle mes débuts de 1992 où je mets pas tous mes œufs dans le même panier, comme disait ma grand-mère. Et puis, le cloud computing arrive. Donc, le modèle économique change. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle facturation à l'usage. Ensuite, on se rend compte que la disponibilité devient hyper importante. C'est-à-dire que là où avant on pouvait débrancher un serveur, c'était pas grave si on perdait un peu d'audience, là ça devenait vraiment crucial. Et enfin, alors c'était un petit peu avant, mais la performance devient vraiment clé. C'est-à-dire que en 2006, Amazon annonce que 100 millisecondes de perdu, c'est 1% des ventes. Donc, c'est un impact réel sur le vrai business derrière. Internet n'est plus juste un gadget, ça devient l'élément central du marketing. Complètement. Et puis on voit après avec les plateformes en SaaS qui commencent à arriver, le fait que tout le monde commence à vraiment s'appuyer sur le cloud, ça devient un vrai business, à la fois pour les prestataires de cloud, mais à la fois pour toute l'économie du digital. Et là, les erreurs qui ont été faites en 1992, les gens commencent à le faire dans le cloud. Donc, du coup, ils mettent tous leurs œufs dans un seul panier. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? On commence à avoir de l'hybride cloud. C'est-à-dire, j'ai mon infrastructure, je veux aller dans le cloud. Alors, pourquoi est-ce que je veux y aller? Parce que c'est financièrement intéressant, parce que c'est scalable, parce que là, au niveau de la sécurité, c'est souvent un peu plus sécurisé vu que c'est mutualisé qu'une infrastructure centralisée où on a des moyens qui sont par essence limités. Et donc, on voit les gens qui commencent à faire une espèce de marche intermédiaire qu'on appelle de l'hybrid cloud. C'est-à-dire, je sers mes utilisateurs depuis le cloud si le cloud répond mieux et plus rapidement à ses utilisateurs. Je sers depuis mon infrastructure les utilisateurs qui seront mieux servis par ce que j'ai déjà. Et donc, du coup, ça remet pas en question les budgets, ça permet d'avoir cette espèce de marche intermédiaire avant d'aller dans du full cloud. Et une fois qu'ils sont dans le full cloud, ou même en hybride, ils commencent à dire, tiens, c'est bien, je suis à Paris, je vais me mettre au hasard chez Amazon, donc je vais me mettre à Dublin. Qu'est-ce que je fais de mes internautes japonais, russes, ou ceux qui sont sur des réseaux qui ne sont pas bien interconnectés ni avec mon data center, ni avec le cloud Amazon. Et donc là, grâce aux données, on leur dit, tenez, si vous vous déployez sur un autre Amazon ou sur un Azure ou sur un autre cloud plus régional, vous allez voir votre audience qui va potentiellement l'expérience de l'utilisateur va être améliorée, les performances vont potentiellement s'améliorer de 10, 15, 20, 40%. Et là, on va lier ça au revenu. Et du coup, ça devient un no-brainer, si j'utilise un anglicisme. Mais on arrive à démontrer par les chiffres l'impact de l'audience et de la performance et des coûts et pourquoi est-ce qu'il faut y aller, quoi. D'accord. Et alors, du coup, tout ce parcours-là, où commence Cedexis exactement? En quelle année et avec quel partenaire? Comment ça s'est passé exactement? Voilà, donc l'idée date de un petit peu aux alentours de 2009. En 2009, donc on sort chacun des entreprises dans lesquelles on est. Grâce, et ça vraiment, si je peux remercier les premiers clients qui nous ont fait confiance, c'est-à-dire Le Monde, Accor Hotel, Dailymotion, l'équipe et Le Monde, pardon, parce qu'en fait j'ai un problème d'œuf et de poule dans mon système. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai pas de data, je peux pas faire un bon routage. Donc il fallait que je trouve quelques premiers clients. Pas des moindres d'ailleurs. C'est commencer son activité avec des clients de ce calibre, c'est quand même super. Après, je pense que dans chaque client, il y a toujours quelqu'un qui veut essayer d'aider un entrepreneur. Et après, il s'approprie la création de la boîte. Et franchement, à chaque conférence, je les remercie parce que sans eux, j'aurais jamais réussi à démarrer. Et donc, ils m'ont fait confiance. Je leur ai dit, déployez ce tag. Attention, ça peut planter le site. Enfin, on était vraiment au début du démarrage du système et ça n'a pas loupé. On en a planté quelques-uns. Donc, vraiment un grand merci. Et donc, une fois qu'on a eu ça,
On a commencé d'abord à déployer, j'ai oublié France Télévisions, pardon, parce que j'ai dit 2 fois Le Monde, mais France Télévisions. Encore un beau client. Voilà. Et donc, on l'avait d'abord déployé sur Dailymotion, et puis on a sorti par fournisseur d'accès, par créneau horaire, les performances, les latences, les débits de différents prestataires. Et puis là, je me rends compte que sur mon tableau Excel, j'ai plein de trous. C'est-à-dire qu'il me manque plein d'informations. Et donc, je me dis, mince, si j'ai pas ces informations-là, avec l'audience de Dailymotion qui est quand même conséquente, vous l'avez dit, je me suis dit, ça va pas marcher en fait. Et c'est là où, en travaillant avec mon associé, on s'est dit, mais comme on va récupérer que des données réseau, performance, débit, latence, quelque part, on se moque de savoir quelle plateforme il va, enfin quel site web, depuis quel site web on va récupérer l'information. Et donc, on se dit, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on peut commencer à faire du crowdsource. Alors, en 2009, parler de crowdsource, c'était encore un mot un peu barbare. Mais si on adosse les données de France Télévisions à celles de France Télévisions, à celles de Dailymotion, à celles du Monde, à celles d'Accor Hotel, etc., du coup, on commençait, je voyais mon tableau Excel se remplir, et du coup, je commençais à avoir une cartographie temps réel de l'état de santé de l'Internet, très précise, très temps réel. Et là, première surprise, c'est que je me rends compte que quand il y en a un qui marchait bien, il y en a un autre qui marchait pas bien du tout. Et c'est comme ça aussi qu'est venue l'idée de dire, plutôt que de montrer le problème, dans mon ADN, c'est aussi de vouloir le résoudre. Et donc, c'est-à-dire plutôt que de montrer le problème, résolvons-le en faisant de l'aiguillage. D'accord. Et du coup, j'imagine qu'il y avait un effet de taille sur ce business, comme vous venez de le décrire. C'est plus vous avez des clients, plus vous avez accès à de la donnée, plus votre service prend de la valeur et plus vous pouvez peut-être le vendre cher ou le vendre mieux. C'est ça. Exactement. C'est tout le principe. C'est un peu la prime au leader. C'est ce qui fait aussi qu'on n'a pas tellement de concurrents parce qu'on a créé une barrière à l'entrée assez haute. Et puis, il y a quelques boîtes qui ont essayé de nous concurrencer depuis. Et en fait, comme elles n'ont pas de data, la finesse de routage est pas bonne. Et donc, du coup, les clients viennent chez nous. Donc, c'est à la fois une situation agréable et à la fois, c'est une situation pas très agréable parce que tous les coûts d'évangélisation sont à notre charge. Et puis, il faut beaucoup expliquer, beaucoup travailler son discours marketing parce que c'est pas simple à expliquer. Et puis, des fois, et c'est pour ça que je tire souvent mon chapeau aux équipes de vente chez nous, on résout des problèmes dont les clients n'ont pas forcément conscience. Et donc, on met en prod, et là, il y a une espèce de wow effect, mais qui n'est pas forcément toujours évident à démontrer. D'où la raison pour laquelle on a développé la 3e brique, qui est Impact, qui permet aussi de montrer sur les KPI business l'impact de ce qu'on fait sur leur chiffre d'affaires, sur leur audience, sur tout ça, quoi. Et ça permet peut-être de, justement, les KPI, donc les Key Performance Indicators, les métriques clés, ça va peut-être permettre de passer d'un interlocuteur plus technique aux interlocuteurs en marketing, peut-être, c'est ça aussi qui… Absolument, absolument. On voit aux États-Unis, où j'ai donc pas mal d'équipes, des nouveaux postes ils appellent ça des CMTO, Chief Marketing Technical Officer. Les deux associés, d'accord. Les deux ensemble. Et donc, on voit une espèce de convergence dans ces métiers. Il faut arriver à pouvoir parler business, parler des problématiques métiers du client et à la fois pouvoir parler des problématiques techniques qui sont à résoudre. Je prends un exemple dans la presse. Sur le site du Nouvel Ops, on a réussi à démontrer que trop de pubs tuait la pub. Alors, quand on est un site qui vit que de la pub, c'est un peu surprenant. On a réussi à démontrer que dans la rubrique politique, quand ils mettaient 3 pubs par page, les gens allaient voir 2 pages, du coup ils avaient vendu 6 pubs. Et on leur dit, mais la pub, dans cette rubrique-là, ralentit particulièrement le temps d'affichage des pages. Essayez de mettre 2 pubs par page. Et là, quand ils sont passés à 2 pubs par page, les gens allaient voir 5 pages. Donc déjà, les journalistes, ils avaient la banane. Et en plus, 2 pubs fois 5 pages, ça fait 10 pubs. Donc trop de pubs, tue la pub. Alors après, dans la rubrique sport, ça marchait pas du tout. Donc c'est encore toujours un peu de la chirurgie. Mais grâce aux data, on peut prendre les bonnes décisions et d'une façon assez sereine puisque le panel d'audience, c'est 100% de l'audience de chacun des sites. Et le fait de participer à la communauté, c'est aussi de pouvoir bénéficier de la communauté pour améliorer ses propres métriques. D'accord, donc en plus d'avoir créé une très belle boîte, on vous doit en plus de réduire la quantité de pubs qui est affichée sur les sites de presse. Donc merci. Pas sur la rubrique sport, mais sur la rubrique politique, en tout cas, ça a marché. Ok, alors j'ai d'autres questions, une petite question piège ou tendancieuse. Créer sa boîte en France, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et dans votre cas particulier, il y a aussi avantages et inconvénients potentiellement par rapport aux États-Unis. Si vous avez un point de vue là-dessus, ce sera intéressant pour nos viewers.
Alors, je l'ai créé à Cachan, dans mon sous-sol, donc en région parisienne. Assez vite, mon associé étant américain, on a travaillé aussi sur une entité aux US. Ça, c'était plus parce que bon, déjà créer une boîte dans le même bureau, c'est pas simple. Avec 9 heures de décalage horaire, c'est sport, mais c'est ce qui crée aussi une boîte assez structurée. Je pense qu'en 2009, il y avait moins d'aide et moins d'accompagnement que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais à l'époque, j'avais du mal à savoir comment faire et j'y suis allé un peu tête baissée. Je me suis pris pas mal de murs. J'ai appris un peu dans la douleur. Aujourd'hui, beaucoup de coaching, il y a pas mal c'est plus facile. La BPI fait un travail extraordinaire, à mon goût, à la fois de vulgarisation, d'accompagnement, et ça n'existait pas à l'époque, hein, c'était encore la Caisse des dépôts. Donc ça, je pense que c'est plus facile aujourd'hui. Définitivement, la créer en France, c'est mieux qu'il y a une dizaine d'années, quoi. On est plus entouré, accompagné, poussé vers le haut. D'accord. Il n'y a pas photo. Et puis aujourd'hui, j'ai un bureau à Paris, à Londres, à Barcelone, à Tel Aviv. On est en train d'ouvrir Singapour. Aux US, on a New York, Portland, San Francisco. Donc, j'ai dû créer des entités dans chacun de ces pays. Et la France est loin d'être la plus difficile à créer, enfin la filiale la plus difficile à créer. D'accord, donc ça c'est un retour intéressant. Finalement, la France n'est pas aussi bureaucratique, administrative, pénible sur ce point-là qu'on Elle est peut pénible. penser, en fait. La seule chose qui est pénible, c'est la partie taxation. Je veux pas parler de on paye trop de taxes, tout le monde le sait, c'est tarte à la crème ça. Mais c'est plus. J'ai fait une erreur un jour en déposant ma TVA. J'ai fait la même erreur en UK et en France. En UK, j'ai eu un coup de fil de l'administration en disant visiblement vous avez fait une erreur, corrigez-la s'il vous plaît. En France, j'ai eu un contrôle fiscal. Ça, c'était quand même, et la denrée la plus rare chez l'entrepreneur et dans les startups, c'est le temps. Et le fait d'avoir passé presque 3 semaines plein temps pour répondre aux questions de l'administration, là, il y a un vrai gap et un vrai effort à faire. Alors oui, j'ai fait une erreur, mea culpa, mais la façon dont ça s'est passé était proprement, totalement inappropriée. Donc c'est selon vous, si je reformule avec mes propres mots, c'est peut-être que l'État ne perçoit pas l'importance des entreprises et devrait peut-être être un petit peu moins sur les entrepreneurs, sur le dos des entrepreneurs. Je suis peut-être mal tombé, mais plutôt que d'essayer de me faire perdre du temps et de me demander de me déplacer à Saint-Denis, etc. Faciliter la vie en vous disant juste là, corriger ça, c'était une petite erreur, ouais, je comprends. C'est pas compliqué de me passer un coup de fil en disant tiens, on a vu ce truc-là qui est un petit peu bizarre, est-ce que c'est normal? Et puis le fait d'avoir l'administration, dit ah oui, je vais vérifier, vous vérifiez avec votre service financier, s'il y a une erreur, vous corrigez. Je veux dire, l'erreur de tous les entrepreneurs, c'est de focaliser sur quoi? C'est sur le déploiement de la technologie pour faire en sorte que ça marche et c'est sur les clients. Et c'est clair, enfin, je veux dire, c'est clair que la partie financière, administrative, ça vient en second plan et c'est normal. Et c'est sûr que c'est pas le point de vue de l'administration. Donc, un peu de souplesse. On est des gentils. Si l'espérance de vie d'un entrepreneur, elle est réduite de 20% par rapport à des gens salariés, c'est parce qu'on s'investit à fond. On bosse comme des dingues. Donc, ok, il y a peut-être des arnaqueurs dans l'affaire, mais il y en a quand même très très peu. En tout cas, moi, j'en connais pas. Et franchement, la bonne foi, quoi. Un petit coup de fil, ça vaut mieux qu'un contrôle fiscal qui me prend 2 à 3 semaines de plein temps, en fait. Hein. C'est vraiment du plein temps. Et on ne pourrait pas être plus d'accord avec vous. C'est vraiment le point qui est pas forcément le plus agréable par rapport à ce que j'ai pu voir dans d'autres pays. D'accord, ok. Le message est lancé. Si jamais quelqu'un dans les sphères politiques nous écoute, j'espère que le message passera. Alors maintenant, est-ce que vous avez des conseils, vous qui avez un beau parcours d'entrepreneur, à donner à des gens qui se lancent dans la création d'entreprise, quel que soit à la limite le secteur d'activité, des choses un petit peu générales, mais qui seraient vraiment intéressantes pour tout le monde qui souhaite créer sa boîte? Ouais, j'ai la chance d'être coach en incubateur parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé et donc j'essaye de rendre cette expérience acquise auprès de jeunes start-upers. Je suis vacataire dans différentes universités sur des sujets similaires et quand j'ai la question de jeunes entrepreneurs qui viennent me voir en disant
comment je fais, quels conseils. Avant de parler de l'idée et du business model, etc., j'ai deux conseils. J'en ai pas, j'en ai deux. Et le premier, c'est est-ce que ta femme ou ton mari, ta compagne, ton compagnon est d'accord. C'est hyper important parce que la création de la boîte, ça implique la famille. Alors, je parle pas financièrement, hein, je me suis pas payé pendant 2 ans et demi pour créer Cedexis, donc ça a un impact bien sûr sur la vie de famille, mais c'est surtout sur la pression, la tension, le fait que souvent vous êtes très seul et l'écart type entre l'euphorie et la dépression est colossal quand vous lancez une boîte. Mais c'est disproportionné. Et donc, quand vous êtes euphorique, vous sautez partout, autour de votre famille, autour de vos équipes, parce que mine de rien, l'équipe que vous constituez, ça devient une famille aussi. Donc, voilà. Et puis, dans un espace-temps hyper court, vous pouvez descendre en enfer. Et là, c'est la dépression totale parce que finalement, ça marche pas, parce que ça plante, parce que le client comprend pas, parce que les grands groupes payent pas à temps et que du coup vous avez votre trésorerie qui font comme et que vous dites bon j'avais prévu cet argent pour les études de mes enfants, je vais les mettre dans la boîte. Enfin, c'est le genre de sacrifice où là vous dites est-ce que je vais pas trop loin. C'est vraiment la passion et donc on passe du haut au bas de jour en jour en fonction des éléments de l'entreprise. Et ça, il faut que la compagne ou le compagnon puisse suivre et avoir être les pieds bien au sol pour structurer tout ça dans la famille peut-être. Parce que sinon vous tombez dans le phénomène ce que j'appelle le phénomène des 3D, c'est-à-dire dépression, divorce, dépôt de bilan. Vous le prenez en tous les sens et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont divorcé aussi. Il y a une proportion plus importante. Donc ça c'est hyper important parce que si votre compagne ou votre compagnon n'est pas d'accord, le couple va exploser. D'accord. Ça, c'est un premier bon conseil. Donc, bien s'assurer que le souhait soit partagé donc dans le couple, dans la famille. C'est une aventure de famille. C'est une aventure de famille. C'est un sacrifice. Vous voyez, après 6 ans de lancement chez Cedexis, je gagne encore la moitié de ce que je gagnais avant, voire même encore moins. Et ok. Et si ça s'arrête demain, j'ai pas de chômage. Ok, c'est moi qui l'ai choisi, mais j'embarque ma famille là-dedans avec toute l'implication qu'il y a derrière. Le deuxième conseil, c'est prenez un coach. D'accord. Pourquoi ? Parce que là encore, quelle que soit l'idée, il y a des étapes dans les boîtes, un peu comme quand on monte un escalier. Et puis le coach va vous dire attention, marche numéro 4, tu vas avoir ça, anticipe-le. Et vous, dans votre quotidien, vous êtes la tête dans le guidon et donc vous regardez que la marche d'après. Et donc ça permet d'avoir une perspective et puis d'être un petit peu moins seul, parce qu'il y a quand même, comme je disais, il y a beaucoup de moments où franchement, on ne sait pas quoi. Je ne sais pas. Donc, on travaille de façon collégiale avec l'équipe, mais on peut avoir le syndrome du premier client, c'est-à-dire que vous avez défini une direction pour votre projet, et puis il y a le premier client qui vous dit ouais, j'aimerais bien, mais est-ce que tu peux aller 5 degrés est par rapport à ce que tu veux? Et puis c'est le premier client, c'est lui qui a raison, et puis là, c'est le début des emmerdes. Donc, il faut rester serein sur sa capacité à délivrer, il faut rester serein sur sa direction, quitte à dire non au premier client, ce qui est quasi impossible. Donc, les conseillers sont pas les payeurs, mais il faut faire attention à bien garder ça en tête. Et c'est là où le coach, à la fois, va vous aider sur la structuration de la boîte, à la fois sur anticiper les futures étapes, et puis des problèmes de RH, des problèmes financiers, des problèmes de pitch, et c'est se confronter à quelqu'un qui est de votre côté, mais qui est là pour vous challenger en continu. Et avec ça, déjà, je crois que j'avais vu des statistiques, je me trompe peut-être, mais je crois que le taux de succès était 2 ou 3 fois supérieur quand on avait un coach que quand on n'en avait pas. D'accord. Et est-ce que sur ce bon conseil, vous avez des conseils sous-jacents sur le choix du coach? Comment bien choisir un coach? C'est comme un psy. Alors j'ai pas de psy, mais c'est comme un psy, il faut le tester. C'est-à-dire que vous en avez qui sont il y a des coachs qui sont très opérationnels. Il y en a d'autres qui sont très psy d'entreprise. Ça dépend de ce que vous avez besoin. Mais moi, j'ai eu 2 coachs. Un premier qui était beaucoup plus dans l'aide à l'accompagnement plus psychologique, et puis le deuxième coach plus dans l'opérationnel, même si la partie psy aussi est aussi importante. Mais il faut que le coach soit en adéquation avec votre vision. C'est-à-dire que moi, je voulais partir mondial, donc lever des fonds. Mon premier coach voulait pousser surtout à pas de lever de fonds.
Et donc, du coup, à un moment, bah, il faut se séparer parce que c'était pas ma stratégie. En tout cas, c'était pas le sens dans lequel je voulais aller, quoi. Le coach ne doit pas devenir le stratège de la boîte, c'est ça que vous me dites. Ok. Exactement. Alors, CDX6, donc une très belle aventure jusqu'à présent. Vous avez levé des fonds, donc j'imagine que pour poursuivre l'aventure, vous n'avez pas dans l'immédiat, en tout cas, besoin d'argent. Mais de quoi est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez un appel à lancer? Profitez-en. Si vous cherchez à recruter, à trouver des partenaires, est-ce qu'il y a des choses dont vous avez besoin? Alors, je crame vite l'argent. Donc, j'avais levé 1 million en 2010, 7 millions en 2011, et puis 22,8 en 2000, fin 2015, début 2016. On préparera sans doute un troisième tour l'année prochaine, je pense, dans cette zone-là. Aujourd'hui, oui, bien sûr, je recrute des commerciaux, je recrute aussi ce qu'on appelle les sysadmins, des ingénieurs techniques. En France, aux États-Unis, est-ce qu'il y a des recrutements prévus en France? En France, aux US, en Angleterre, en Espagne. Là, je cherche par exemple quelqu'un plus sales sur l'Allemagne. En Tel Aviv, enfin en Israël. Là, on va ouvrir Singapour, donc pour l'instant, on va voir comment ça se passe. Mais oui, donc moi, je cherche des gens alors je considère un peu l'expérience un peu comme un arc avec plein de cordes. Donc, je veux des gens hyper polyvalents, hyper un peu couteau suisse, qui soient capables de faire beaucoup de choses, très ouverts, et puis qui plus que l'expérience technique, c'est vraiment l'ADN. C'est-à-dire, derrière le business de CDX6, il y a aussi une volonté d'améliorer l'accès à Internet partout dans le monde. Alors, ça vient de mon enfance. Mon père habite en Éthiopie. Et quand vous vous connectez sur des sites depuis l'Éthiopie, bah, vous mettez 3-4 minutes à accéder à une page. Et donc, dans je parle de l'Éthiopie, mais tous les pays, on a quand même été assez touchés par les attentats et le terrorisme. Je pense que même s'il y a une génération qui va être malheureusement sacrifiée, il faut que la seule façon de pouvoir pousser les gens à mieux comprendre leur quotidien, c'est de leur donner accès au savoir. Et aujourd'hui, dans des pays en voie de développement, le savoir, vous l'avez principalement sur Internet. Sauf que si ces gens accèdent à Internet en 25 secondes par page au lieu de 3 secondes, en 25 minutes par page au lieu de 3 secondes, ça marchera pas. Donc, si la petite brique CDX6 permet d'accéder à l'information plus rapidement, et j'espère à destination plutôt même des femmes qui vont mieux comprendre leur quotidien, du coup l'enseigner à leurs enfants, du coup les générations futures comprendront mieux leur quotidien et géreront mieux leur futur. Et donc, ça fait partie intégrante de l'ADN de CDX6, de savoir comment collecter du big data, savoir ce que c'est que la scalabilité. Mais même si on a eu, je crois, 21 propositions de rachat depuis le début, l'ADN et la philosophie d'améliorer l'accès à Internet partout dans le monde, voilà, c'est important dans nos valeurs. Ça doit être quelque chose que les gens qui postulent chez vous doivent également, ils doivent croire à ça et avoir envie de permettre à l'Internet d'aller plus vite et donc que les gens puissent apprendre dans les pays en voie de développement, etc. Donc, d'accord. Faut aimer travailler de façon plutôt collégiale. Après, on paye bien, mais c'est pas on paye bien, c'est pas le problème, mais il faut pas que l'argent soit le moteur, quoi. Voilà, c'est une famille. Et donc, vous êtes dans la famille CDX6 et ça fait partie de nos valeurs. Et voilà, j'ai pas envie d'avoir une boîte complètement aseptisée avec des gens qui sont dans des cases et qui doivent exécuter et qui ne surtout pas faire autre chose. La seule raison pour laquelle je licencie des gens, c'est quand ils ont une idée et je les menace de licenciement. C'est quand ils ont une idée et qu'ils l'exposent pas en disant oh j'y ai pensé mais j'ai pas osé le proposer. Ça m'énerve mais alors à un point. D'accord. Voilà, vous avez une idée aussi parce que une mauvaise idée plus une autre mauvaise idée, ça peut donner une très bonne idée. Et donc il faut toujours pousser les gens à être force de proposition. D'accord. Ça a l'air d'être un environnement très stimulant et très intéressant. Donc, vous qui nous regardez, si vous vous rendez sur cdx6.com, je suis sûr que vous trouverez les offres ou probablement sur les réseaux sociaux également. Je vous remercie beaucoup, Julien, pour cette participation à nos interviews et pour les bons conseils que vous avez pu prodiguer pendant l'interview. Très bon développement à CDX6. Bien sûr, on mettra cdx6.com l'URL de votre site dans la description de la vidéo.
Et comme d'habitude, à vous qui nous regardez, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge subscribe pour nous encourager et être tenu au courant des dernières interviews que nous diffuserons. Merci beaucoup Julien et à bientôt. Merci Mathieu et bravo encore pour cette initiative. C'était un plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.